Gilles-William Goldnadel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, nous vous avons sollicité pour essayer de mieux comprendre un peu la nature de ce mouvement tout à fait exceptionnel, on peut le dire, de protestation que sont les Gilets jaunes en France. Vu d'Israël, on a véritablement l'impression d'une sorte de mouvement qui frôle l'anarchie et qui n'a pas véritablement d'objectif, si ce n'est que de remettre en cause le leadership d'Emmanuel Macron, en tout cas peut-être même de tout faire pour le destituer. On a un peu le sentiment que c'est un mouvement sans queue ni tête. Est-ce qu'on se trompe quand on voit ça de Jérusalem ? Non. Vu de Jérusalem, en tout cas vu de loin, on voit souvent mieux que lorsqu'on a le nez trop près des choses. Oui. Écoutez, moi, c'est un mouvement, pour autant qu'on puisse l'appeler ainsi. Je reviendrai sur l'article que j'ai commis dans le Figaro hier, oui. Mais c'est un mouvement qui m'intéresse aussi en tant que mouvement de foule, parce que, comme vous le savez peut-être, je viens de sortir un livre qui s'appelle Névrose médiatique, comment le monde est devenu une foule déchaînée. Ah ben voilà. Donc, bien, c'est très bien d'en parler. Bah oui, mais oui, donc si vous voulez, alors moi je m'intéresse plus particulièrement dans mon livre au phénomène que j'appelle la foule médiatique. Oui. Je soutiens, si vous voulez, que les individus isolés mais interconnectés maintenant électroniquement entre eux forment une foule médiatique, avec tous les désavantages que malheureusement présente une foule en matière de puérilité, de suivisme, d'irrationalité. C'est pas la peine que je développe. Et or, ce mouvement-là, Daniel Haïk, il est d'abord né dans les médias électroniques. C'est ça. C'est une dame qui commence à lancer ses mots d'ordre contre la taxe au carburant, et ça fait, si j'ose dire, tache d'huile. Oui. Alors, voilà, donc, et ensuite, la foule médiatique entraîne une foule physique, avec tous les attributs négatifs également que l'on connaît, qui, à son tour, génère dans une dialectique névrotique une foule médiatique, physique, etc. Et le mouvement s'emballe. Bien. À partir de là, de mon point de vue, nous avons affaire à une sorte de plus d'un cri, un cri d'exaspération, largement fondé de mon point de vue, largement fondé, oui. Qui se base sur une population de la périphérie et non plus des banlieues qui est exaspérée par les taxes, d'autant plus qu'elle a quand même du mal à finir les fins de mois et qu'on veut maintenant l'empêcher de rouler, alors oui, même que c'est difficile de ne pas prendre sa voiture. Donc c'est une sorte de jacquerie composé de milliers de Jacques Bonhomme, pour reprendre le phénomène historique, mais également en creux, on peut décerner quand même, si on veut bien regarder les choses, que elle est composée de Français largement de couleur blanche, pour dire les choses crûment, oui, c'est ça. Qui ressentent également, au-delà de l'insécurité économique, une insécurité culturelle. Alors, donc, justement, oui. C'est important de le souligner. Vous dites que ce n'est pas un mouvement qui est propulsé, on va dire, par les jeunes des banlieues, les jeunes de l'immigration, etc., mais que c'est surtout un mouvement, on va dire, un mouvement français. Lorsque l'on dit que c'est un mouvement français, c'est un mouvement qui pourrait se rapprocher on va dire, de l'extrême droite française. Et j'en viens à ma deuxième question. Est-ce que l'on peut redouter que cette grande pagaille à laquelle on assiste, eh bien, se transforme puisse être récupérée par le mouvement de Marine Le Pen, par exemple ? Parce qu'on a un mouvement qui n'a pas de leader peut s'en trouver un très rapidement dans les mouvements les plus radicaux. Écoutez, personne ne peut aujourd'hui savoir comment les choses vont finir politiquement. Oui. Là, pour l'instant, je suis dans une sorte d'analyse sociologique de quelque chose, encore une fois, qui ne... Je veux dire, j'écrivais dans le Figaro hier,
que je ne vois pas très bien comment ce mouvement qui n'existe pas vraiment pourrait se décerner des porte-paroles, puisque un cri n'a pas de porte-parole, si vous voulez. Et on a vu que les essais de représentation des derniers jours ont débouché sur cette situation absurde, mais totalement absurde, puisque les porte-paroles eux-mêmes ont peur de prendre la parole, de peur d'être désavoués, voire même d'être violentés. Donc maintenant, vous me demandez si il y a un risque ou une chance, ça dépend de quel point de vue on se passe, que ce mouvement puisse être récupéré par les extrêmes. Je n'en sais rien du tout. On est pour l'instant, encore une fois, à quelque chose encore une fois, non seulement difforme, mais également de polymorphe et de polyphonique. Vous avez bien vu que les événements, vous avez bien vu dans quelle situation les choses se sont passées à Paris pendant le week-end, où vous avez des gilets jaunes qui sont pacifiques, vous avez des gilets jaunes qui sont violents, où vous avez de la racaille des banlieues qui en profitent pour piller, où vous avez des canailles, des extrémistes de gauche, style Black Bloc, ou des ultra-droites de droite, façon dieudoniste, qui également s'en donnent à cœur joie. Quand un génie, bon ou mauvais, sort de la bouteille, bien malin est celui qui pourra le faire rentrer, d'autant plus que j'insiste aussi sur cela, et dans mon livre, et dans mon article d'hier, si vous voulez, il n'y a pas de... on ne voit pas très bien, comment sort situation, puisqu'il n'y a pas de meneur non plus, ni meneur du côté des fameux gilets jaunes, ni meneur politique. Il y a 100 ans, moi, vous savez, dans mon livre, je revisite la psychologie des foules de Freud et de Le Bon. Déjà, il y a 100 ans, ils se plaignaient que déjà les foules n'avaient plus de véritables meneurs, sauf à s'en trouver du côté des staliniens ou des hitlériens. Mais aujourd'hui, avec la baisse du prestige des politiques, la baisse peut-être même du niveau culturel des politiques, le négativisme médiatique, c'est très difficile aujourd'hui, avec le fait qu'il n'y a plus d'intermédiaires véritablement crédibles, les partis politiques sont décrédibilisés, les médias sont décrédibilisés, les syndicats, je n'en parle même pas, tellement ils sont peu crédibles. Il y a, et vous avez employé, vu de Jérusalem, une situation d'anarchie. En tous les cas, nous sommes dans une situation d'anomie et on se demande pourquoi ça n'est pas arrivé avant. Donc, si vous voulez, à partir d'une revendication que je trouve comme particulièrement pertinente, à savoir l'excès de taxes, eh bien, Monsieur Macron avait été plutôt engagé pour baisser les dépenses, il a augmenté les recettes. Bien, donc, à partir de là, à partir d'une revendication populaire, parfaitement justifiable et audible, un cri a été poussé, mais on tombe aujourd'hui, et j'ai du mal moi-même à le faire comprendre à certains de mes amis qui trouvent ce mouvement sympathique. Il est peut-être sympathique, mais ça n'est pas un mouvement, et moi je ne connais pas de foule sympathique. Vous comprenez ? Donc je suis extrêmement partagé dans cette histoire, et dans le Figaro d'hier, même si c'est difficile aujourd'hui de se faire entendre de manière nuancée, j'appelais la mort dans l'âme à modérer l'antipathie légitime que nous inspire le pouvoir, tout en modérant la sympathie légitime que nous inspire ce mouvement, qui n'est pas un mouvement. Alors, encore une fois, vu de Jérusalem, il y a une préoccupation parce que ces images de Dieudonné en train de faire la quenelle, on les a vues. C'est peut-être un épiphénomène, mais il y a aussi dans la sémantique utilisée par, on va dire, certains responsables ou certains, je ne sais pas si c'est des responsables, mais en tout cas des militants dans ce mouvement, il y a certains relents plutôt préoccupants. On entend parler à de multiples reprises lorsqu'on accuse Emmanuel Macron d'être responsable de la situation actuelle, de Macron, le produit de la banque Rothschild. Est-ce qu'il y a derrière cela des relents à caractère antisémite qui pourraient inquiéter et préoccuper la communauté juive ? Écoutez, s'il y a vraiment un mot
qui est justifiable, si j'ose dire, au regard de la situation de la communauté juive en France, c'est le mot d'inquiétude. Oui. Tous les prétextes sont bons pour être inquiets. Surtout la situation sociale. L'antisionisme ou l'antisémitisme façon quenelle, il y a toujours une bonne raison. La vérité m'oblige à vous dire quand même que il faut regarder quand même à la loupe, pour l'instant, les manifestations d'antisémitisme à l'égard de M. Macron. Pardon de vous le dire, c'est pas parce que M. Pompidou était aussi souvent brocardé parce qu'il avait travaillé chez Rothschild. Il aurait travaillé chez... Non, mais par exemple, il semble qu'il y a eu des menaces. Même il y avait une soirée du Libye France samedi soir. Il y a eu on a entendu des menaces contre l'arrivée de juifs ou de militants pro-israéliens dans la région, à la rue de Courcelles où devait se tenir cette soirée. C'est possible qu'il y ait quelque part un courant comme ça qui puisse... Écoutez, franchement, ne soyons... Il n'y a pas lieu, vraiment. Il n'y a pas lieu, et je terminerai là-dessus si vous le voulez bien. Il n'y a pas lieu pour l'heure de se plaindre de voir dans ce mouvement le moindre début de commencement de quelque chose qui ressemblerait à l'antisémitisme, et la meilleure manière qu'il y en ait, c'est d'en parler quand il n'existe pas. Oui. J'ai brocardé ce matin même sur Twitter, pour vous dire la vérité, cette sortie invraisemblable de Daniel Cohn-Bendit à France Inter, où après avoir décrit dans des termes tout à fait acceptables, qui ressemble d'ailleurs au mien, la prévention que lui inspire un mouvement qui n'en est pas un, on est venu à la fin de sa diatribe à expliquer qu'il ne s'habillerait jamais en jaune. Oui. Et quand on lui a demandé pour quelle raison, il a reconnu que c'était en raison des souvenirs de la Shoah et de l'étoile jaune. Oui. Donc quand on en est à ce degré d'obsession, comme je l'ai expliqué, je rappelle quand même que cette obsession, s'agissant du jaune, les gens de sa mouvance ne refusaient pas de mettre une petite main jaune au moment de SES Racisme, n'est-ce pas? Et que, en vérité, dans cette obsession-là, on voit bien qu'en creux, je ne sais pas s'il en est conscient, eh bien je le lui explique d'où vient cette étrange remarque. Eh bien, en creux, après que les CRS en 68 eût été déguisés en SS, il voudrait maintenant que les Français d'origine le soient également. Voilà exactement ce que se signifie dans son inconscient obsédé à lui cette sortie-là. Donc, il faut bien se garder, Daniel Haïk, de ce genre de ce genre de choses, parce que encore une fois, elles ne font qu'aggraver les choses. Très sincèrement, je suis très sévère par rapport à ça. Et d'ailleurs, pardon de reparler une dernière fois de mon livre, je fais un sort particulier dans La folie des temps à cet antinazisme, à ce pseudo-antinazisme devenu fou, dont, d'une certaine manière, l'État dans lequel vous habitez aujourd'hui est aujourd'hui la victime la plus inattendue. Eh bien, merci beaucoup, Gilles-William Gonaldel, d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir expliqué de manière très précise, même si, effectivement, il y a une forme d'incompréhension. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualita et bonne journée. Merci, au revoir, Daniel Haïk.